vous en parler. Le 10 novembre dernier, une personne âgée de 47 ans avait indiqué avoir été victime le 8 novembre dernier, au soir à Sifour-les-Plages, d'une agression à caractère antisémite au cours de laquelle elle aurait été violentée et insultée, je cite, de sale juive, menacée de mort également et dépouillée d'une somme de 800 € en espèces. Le parquet avait immédiatement saisi la police judiciaire, mais grâce à l'exploitation de nombreuses bandes de vidéosurveillance, la police a déterminé qu'il s'agissait d'une agression imaginaire. Placée en garde à vue pour le chef de dénonciation mensongère d'une infraction imaginaire, la plaignante a reconnu avoir inventé des faits. Elle sera jugée le 15 avril 2024 au tribunal judiciaire de Toulon. Claude, tu nous parles ce soir des enfants de Palestine. Oui, en effet. Les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 15, 16 ou 17 ans. À bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques qu'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique. Isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Je vous présente Dima El-Wawi. Elle avait 12 ans quand elle a été arrêtée. 12 ans. Regardez son visage. Le jour de sa libération, il y a près de 2 ans. Regardez ses yeux. Aucun enfant au monde ne devrait avoir ce regard. Malheureusement, la violence contre les enfants palestiniens ne s'arrête pas au traitement qu'ils subissent en prison. Le 9 février dernier, le quotidien israélien de gauche Haaretz a publié sous la plume du journaliste Gideon Levy, qui est une référence dans la presse israélienne, une histoire hallucinante. Je cite. Comme à un safari, des soldats israéliens en jeeps traquent un adolescent palestinien et lui tirent une balle dans la tête. Il est difficile de croire qu'un tel acte barbare puisse avoir lieu au XXIe siècle dans un pays qui se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient, par une armée dont certains osent dire encore qu'elle est la plus morale du monde. Un acte qui rappelle l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation raciale dans l'Amérique du début du XXe siècle. Pendant des années, cette guerre qu'Israël mène contre les enfants de Palestine a été passée sous silence dans les médias occidentaux. Cette omerta, aussi choquante qu'inacceptable, a été brisée après l'arrestation de Ahed Tamimi. Vous savez, cette adolescente à la crinière blonde et aux yeux clairs, qui est devenue en quelques semaines le symbole de la résistance palestinienne. Уже больше не могу. Мы просрали свои позиции все. У меня контузии 3 штуки. Нам пизда. Мы сюда, наверное, не вернемся. Дуже жалко. Жить ще хочеться. Якби тільки випав шанс отсюда вибратися, я б сюди більше б не пішов. Це ад. Ми в аду. En fait, on a un effet quelquefois ici, puis ça, c'est ce qui m'énerve un peu. C'est l'effet le consensus à outrance jusqu'à l'étouffement de tous les accords. Je vous donne un exemple. 2020, rappelez-vous, après l'affaire George Floyd, il y a une suite, alors c'est une tragédie absolue, mais au Québec,
au Québec, il y en a qui disent, en fait, le racisme systémique, c'est nous. Et là, on transpose des catégories pensées pour les États-Unis, on transpose des catégories, des références qui ne nous concernent pas comme peuple. Notre société est pas parfaite, mais on n'a pas les défauts des États-Unis, on n'a pas la même situation. Ouais. Et bien là, je me rappelle, donc moi, je contestais le concept de racisme systémique. Je trouve que c'est un concept qui était inadéquat pour parler de la réalité québécoise. Vraiment, je le trouvais inadéquat, puis j'expliquais pourquoi. Et le nombre de personnes que je voyais dans mon milieu qui publiquement disaient c'est un concept essentiel, nanana, puis en privé venaient me dire je suis d'accord avec toi Mathieu, c'est un concept qui ne tient pas. Ah ouais. Et là, qu'est-ce que je voyais là-dedans, c'est que le prix à payer pour conserver sa respectabilité médiatique, le prix à payer pour conserver bonne réputation dans le milieu médiatique québécois ou universitaire, puisque c'est la même chose là-dessus, c'était de répéter la prière du moment. Ah, j'aimerais mieux démissionner. Non, la plupart des gens préfèrent conserver leur place en répétant la prière du moment. Que dire de quoi qu'ils pensent pas. Oui, bien sûr, mais ça c'est... T'étais pas intègre, tu sais, c'est... Ah, la vie, alors c'est là que je suis conservateur, je reviens, j'ai une conception assez pessimiste de l'âme humaine. Donc je suis pas sûr, c'est non. Je sais pas, j'imagine un type qui est, je sais pas, éditorialiste dans un journal, je sais pas, il y a une femme, il y a des enfants, il y a une situation, il y a une maison, puis il sait que si ici en juin 2020, il dit le racisme systémique est un concept inadéquat pour le Québec, et à l'échelle de l'histoire l'esclavage n'est pas un phénomène structurant au Québec. Il y a eu des esclaves, c'est tragique, mais c'est pas un phénomène structurant dans l'histoire du Québec, on n'est pas la Virginie, on n'est pas les États du Sud des États-Unis, bon. Celui qui dit ça, dans son milieu, est stigmatisé. Celui qui dit ça dans son milieu, il est laissé de côté. Et peu de gens ont, je dirais, la couenne, ou la carapace, ou la structure morale pour accepter d'être détesté, accepter d'être honni, accepter d'être maudit, accepter d'être traité comme un paria, se faire insulter, tout ça. Donc, ils répètent ce qu'ils doivent répéter, puis ensuite, en privé, mais comme je dis souvent à la blague que je suis, pour certains de mes collègues, je suis soit le confessionnal de la vie intellectuelle québécoise et médiatique, c'est-à-dire les gens viennent me dire en privé ce qu'ils veulent pas dire en public. Un exemple, en politique québécoise, ça fait longtemps, 2007 ou 2008, le Parti libéral qui est au pouvoir augmente les seuils d'immigration. J'ai des amis à ce moment-là au Parti québécois, je leur dis c'est suicidaire, c'est suicidaire électoralement, sur le plan linguistique, tout ça. Puis la personne qui est dans ce parti me dit je suis d'accord Mathieu, mais j'ai pas envie de me faire traiter de raciste. Donc, et ça, je pense que c'est ça le verrou sur la vie publique aujourd'hui. La peur de se faire traiter de raciste, la peur de se faire traiter de xénophobe, la peur de se faire traiter de transphobe, la peur de se faire... Dès qu'on émet un doute... Et c'est là qu'on ces insultes-là, racistes, transphobe, extrême droite, tout ça, leur fonction, c'est d'empêcher tout débat pour faire en sorte que si vous osez remettre en question l'idéologie dominante du moment, eh bien, vous risquez justement de vous faire insulter de telle manière que vous pouvez en perdre soit votre emploi, vos amitiés, vos réseaux en société, vous en paierez le prix pour marquer un désaccord avec l'idéologie dominante. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.